Je passe maintenant la parole à Perrine Kapmaz du Kremlin 17 qui va nous parler, qui va nous répondre à la question suivante. Quels fibromes peuvent ou doivent être traités par laparotomie? Donc Perrine Kapmaz est MCUPH à Bicêtre et responsable de l'unité fonctionnelle de chirurgie gynécologique dans mon service. Elle a toute la confiance. Perrine, nous t'écoutons. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de cette invitation. Merci à vous tous d'être présents et Hervé, merci de ta confiance. Donc, le sujet que je devais aborder, c'était quels fibromes peuvent ou doivent être traités par laparotomie. Donc, à l'heure de toutes les nouvelles techniques qui sont à notre disposition, effectivement, la chirurgie robotique, le Venox, comme on parlera sûrement Géraldine tout à l'heure, quelle place reste-t-il à la laparotomie dans nos blocs opératoires pour cette pathologie bénigne qui est le fibrome? Donc, je vais aborder les choses petit à petit avec les indications théoriques de myomectomie par laparotomie et puis différents éléments de décision, le risque de récidive, le risque de synéchie et puis probablement la place de la décision médicale partagée avec une information importante pour les patientes. Et puis ensuite, j'aborderai aussi l'indication d'hystérectomie par laparotomie pour fibrome. Et enfin, les notions de myome atypique et de suspicion de sarcome. Donc pour commencer, les indications de myomectomie par laparotomie, quand on prend les dernières recommandations du collège, qui commencent à dater puisqu'elles datent de 2011, et notamment avant l'arrivée de la chirurgie robotisée en France, les recommandations, c'était qu'on devait faire des laparotomies dès qu'il y avait plus de 3 myomes à retirer ou dès que le plus gros des myomes faisait plus de 9 cm. Alors, sur quoi c'était basé? C'était basé sur une analyse de la littérature qui avait montré que la durée opératoire était finalement plus courte par laparotomie, mais qu'en revanche, les pertes sanguines étaient plus importantes avec des durées de séjour plus longues pour les patients. Donc, on avait à ce moment-là ouvert la porte à la myomectomie par célioscopie, mais en y mettant des restrictions. Alors, je ne veux pas déflorer le sujet de Géraldine, donc je n'irai pas beaucoup plus loin sur la chirurgie robotisée, mais effectivement, l'arrivée de cette chirurgie va probablement repousser un petit peu ces recommandations du nombre de myomes et de la taille du plus gros myome qui avaient été attribuées pour les myomectomies par célioscopie. Donc, la myomectomie par laparotomie, elle a un inconvénient, c'est qu'elle est probablement beaucoup plus, probablement, elle est beaucoup plus pourvoyeuse d'adhérence, donc avec un risque adhérentiel bien plus important que la laparoscopie. Et ça, c'est un élément qui est important parce que c'est des femmes, quand on leur propose une myomectomie, c'est que c'est des femmes qui ont toujours un désir de grossesse, parce que sinon, on a plutôt tendance à s'orienter vers une hystérectomie. Écoute sa vidéo. On ne vous entend plus. Écoute sa vidéo. Vous avez le micro qui a lâché. Vous avez la connexion qui a lâché. Ah, c'est reparti, ça a lâché. Je vais couper votre vidéo. Faut que je coupe ma vidéo, c'est ça? Oui, voilà, s'il vous plaît, oui. C'est dommage. Non, mais uniquement votre présentation. Voilà, merci. C'est mieux comme ça? C'est parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc je reprends. Merci. Donc le risque dans les myomectomies, c'est d'avoir besoin de refaire une myomectomie plus tard dans la vie de la patiente. Et donc ce risque adhérentiel n'est pas négligeable du tout. Et du coup, c'est un élément important dans le choix de la voie d'abord. Après, la laparotomie, malheureusement, on va y avoir recours dans nos échecs quand on va devoir faire des laparoconversions. Et ce qu'on sait, c'est que pour les myomectomies, la laparoconversion est largement corrélée à l'expérience de l'opérateur et que moins le chirurgien est expérimenté, plus le risque de laparoconversion est important. Et donc, même si on décide, in fine, de ne plus donner d'indication de principe à la laparotomie, nécessairement, il en restera quelques-unes qui seront nos échecs et donc les laparoconversions. Donc les autres éléments de décision qui me semblent moi très importants et qui vont rentrer dans une décision médicale partagée, c'est-à-dire que finalement on va prendre le temps avec la patiente de lui expliquer quels sont les tenants et les aboutissants finalement de chacune des voies d'abord. Donc on va expliquer la durée d'hospitalisation qui sera plus longue avec la laparotomie,
le délai avant reprise des activités qui sera plus long avec la laparotomie. Le risque de conversion, du coup, avec la laparotomie, il n'existe pas parce qu'on est déjà en laparotomie, mais qui peut être un élément important pour les patientes qui se disent qu'on va les endormir en leur disant qu'on fera une cellulose, mais que peut-être on fera une laparotomie en cours d'intervention. Ça, c'est des choses importantes. Et puis, les cicatrices. Donc, les cicatrices, quand on fait une myomectomie, on peut faire une laparotomie, une célioscopie, une cellule robot assistée. Et on voit que cet aspect des cicatrices peut être un élément important. La laparotomie, finalement, c'est dans cette indication-là le plus souvent un Pfannenstiel, et donc une incision qui peut être masquée dans la culotte et qui peut, dans certains cas, être préférable pour les patientes par rapport à des cicatrices qui sont au milieu du ventre ou au niveau de l'ombilic. Et donc ça, c'est vraiment une discussion à avoir en préopératoire avec les patients. Les autres éléments, c'est le risque de synéchie. Là, il y a eu un petit je suis désolée. Donc, le risque de synéchie, on sait que ces femmes qui ont un désir de grossesse, qui ont un désir en tout cas de conserver leur fertilité, on va leur proposer une myomectomie, mais du coup, si derrière elles ont des synéchies, leur fertilité va être vraiment altérée. On sait que ces synéchies sont majeures après les myomectomies par hystéroscopie, comme l'a évoqué le professeur Fernandez tout à l'heure, mais ce risque existe aussi après les myomectomies par voie haute, et y compris par la laparotomie. On a publié il y a quelques années un article sur ce sujet qui montrait que même quand on n'a pas d'ouverture de la cavité en péropératoire, on a un risque de synéchie résiduelle après la myomectomie. Et ça, c'est aussi un élément pour lequel il faut les prévenir, et les prévenir qu'on fera de manière assez systématique une hystéroscopie diagnostique 6 semaines après l'intervention. Enfin, le risque de récidive. J'ai trouvé un seul article sur le sujet, mais globalement, on sait que les patientes qui ont des fibromes pourront à nouveau avoir des fibromes dans le futur, et on les prévient beaucoup de ça, quelle que soit la chirurgie envisagée, que ce soit une hystéroscopie, une célioscopie ou une laparotomie, on leur dit bien qu'il y a toujours un risque de récidive. Et de là, c'était une étude rétrospective qui incluait 414 célioscopies et 219 laparotomies, et on voyait que finalement, le risque de récidive après célioscopie était supérieur à après laparotomie. Alors, est-ce que ça peut être un élément décisionnel pour les patientes? Eh bien, finalement, peut-être. On voyait que, globalement, c'était proportionnel au nombre de myomes retirés, au fait d'avoir fait une laparotomie ou une célioscopie, et puis aussi au fait de ne pas avoir de grossesse immédiatement derrière. On sait que la grossesse, en général, elle a plutôt tendance à avoir un effet sur les fibromes. Parfois, elle les fait grossir, parfois, elle les fait diminuer de taille, mais le fait d'avoir une grossesse, puis après le postpartum, parfois, ça a vraiment une influence. Et là, dans le cas présent, le fait qu'elle ne soit pas enceinte après était aussi un facteur de risque de récidive. Donc ça, je pense que c'est des éléments importants à discuter avec les patients pour leur laisser finalement le choix de la voie d'abord qui leur convient le mieux. Ensuite, ça c'est juste pour rappeler un petit peu les données d'une méta-analyse qui montrait que finalement, après célioscopie, on a une diminution des pertes sanguines, une diminution de l'iléus post-opératoire, une réduction de la durée d'hospitalisation, qu'en revanche la durée opératoire est plus longue et que pour la société, ça engendre un coût plus important. Et je pense que tous ces éléments sont importants à prendre en compte dans nos décisions et dans l'évolution des choses, notamment à l'heure où arrivent des interventions coûteuses. Elle touche des patients qui ont plus de désir de grossesse. En fonction de leur âge, on a plutôt tendance à proposer une hystérectomie. Et dans quel cas va-t-on proposer une hystérectomie par laparotomie? Alors là, il y a aussi des recommandations du collège qui datent de 2015 et qui montraient que finalement, comparativement à une célioscopie complète, quand on fait une laparotomie, on a une augmentation des complications, et notamment une augmentation des complications mineures, et un délai qui est augmenté avant le retour à une activité normale. Comparativement à la voie célio-vaginale, en revanche, on voit que la laparotomie augmente les risques de complications, mais uniquement sur les complications mineures, et qu'en revanche, elle diminue les complications majeures. Et la suite des RPC du collège de 2015 avait été que vraiment, on avait remis en question cette voie d'abord mixte qui est la voie célio-vaginale. Comparativement à la voie vaginale, ce qui est intéressant, c'est de voir que les atteintes viscérales globales, qu'elles soient urinaires, qu'elles soient vasculaires, qu'elles soient digestives, il n'y avait pas de différence. Et qu'en revanche, la laparotomie entraînait une augmentation du délai de retour à une activité normale. Et puis, après, toujours ce risque de laparoconversion, exactement comme dans la myomectomie,
avec finalement toujours ce risque de devoir faire une laparotomie un peu par échec de notre décision initiale. Et on sait que les facteurs de risque de cette laparoconversion sont l'antécédent d'une chirurgie pelvienne préalable et le poids de l'utérus. Globalement, ensuite, dans ce qui est complications ultérieures, on sait que les occlusions de l'intestin grêle sont faibles après hystérectomie pour pathologie bénigne, de l'ordre de 0,5%, mais qu'elles sont plus fréquentes quand on a fait une laparotomie. Et ça, c'est probablement aussi des éléments importants dans la décision pour la patiente. Ensuite, on sait que quand il y a des gros utérus, alors dans les recommandations, il parlait de gros utérus à partir de 200-250 grammes. Et effectivement, quand on est autour de 250-300 grammes, il n'y avait pas de recommandation pour une laparotomie et il fallait continuer à privilégier des voies d'abord mini-invasives. Après, toute la question, c'était pour les utérus de plus de 500 grammes, les patientes qui ont des vagins très étroits parce qu'elles n'ont jamais accouché, ou les utérus qui sont très peu mobiles. Dans ces cas-là, aucune recommandation n'était formulée, faute de données dans la littérature. Mais on sait bien que c'est dans ces cas-là où on va avoir parfois recours à la laparotomie. Globalement, pour les patientes qui avaient une obésité avec un IMC à plus de 30, la laparotomie entraînait un risque accru de complications. Et donc, chez ces patientes-là, on avait tendance à plutôt recommander de persévérer avec des voies d'abord plus mini-invasives. Ensuite, on sait que l'adhésiolyse est le facteur de risque principal de complications digestives, que ce soit par cellio ou par laparotomie. Mais on sait aussi que quand on est face à des adhérences extrêmement importantes, on n'a pas le choix que de poser l'indication d'une laparotomie. À nouveau les cicatrices, et puis là je vous ai rajouté l'hystérectomie par voie vaginale ou par Venox, là il n'y aura pas de cicatrices, et donc c'est vrai que ça c'est aussi un élément important dans la décision pour les patientes, et je pense que c'est un élément qui pèse de manière importante dans la balance, et il faut quand même leur préciser ça, notamment quand on veut faire une célioscopie versus une voie vaginale. C'est des éléments qui peuvent être décisionnaires. Ensuite, il y a cette notion de myome atypique. Alors, c'est en général une description IRM où la conclusion dit, utérus myomateux, polymyomateux avec un myome dit atypique. Sauf que ce myome dit atypique, en fait, on n'a pas de corrélation histologique connue. Il n'y a aucune donnée, moi je n'ai retrouvé personnellement aucune donnée dans la littérature quand j'ai cherché IRM, myome atypique, etc. Est-ce que c'est corrélé au risque de sarcome? On n'en sait rien. Et donc cette notion de myome atypique me laisse souvent assez perplexe. Et je trouve que c'est dangereux parce que ça risque de majorer les laparotomies de précaution. C'est-à-dire que le chirurgien, une fois qu'il a devant lui compte rendu de l'IRM, il y a écrit myome atypique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir tendance à orienter la patiente plutôt vers le choix d'une laparotomie, alors qu'elle n'y sera pas forcément nécessaire. Donc là, il y a quand même un élément à préciser par rapport à ces myomes dits atypiques. Alors, le gros avantage de la laparotomie, que ce soit pour les myomes atypiques, on y reviendra après pour les sarcomes, c'est l'absence de morcellation. C'est-à-dire qu'effectivement, on va éviter notamment ces problèmes de myomes parasitiques. Il commence à y avoir pas mal de données dans la littérature sur ces myomes parasitiques qui surviennent après morcellation. Alors, il y a eu des précautions qui ont été prises avec des morcellations dans des sacs, mais c'est vrai que la meilleure prévention du risque de myome parasitique reste la laparotomie. De la même manière, en cas de pathologie sarcomateuse et en cas notamment de suspicion de sarcome, on est sur une indication incontournable de la laparotomie, parce que c'est la seule méthode qui va vraiment nous permettre d'éviter, en évitant la morcellation, d'éviter la dissémination de la pathologie. Alors comment on suspecte un sarcome? Déjà sur l'âge de la patiente, sur un myome dont la taille se majore après la ménopause, et puis quand il y a des doutes à l'imagerie préopératoire, que ce soit avec l'IRM ou l'échographie préopératoire. Donc on sait que la morcellation a fait beaucoup discuter, et notamment parce que certains sarcomes avaient été morcelés de manière sans que ce soit su évidemment en préopératoire. Mais après, toute cette question reste en cas de suspicion de sarcome. De toute façon, au-delà de la morcellation, est-ce que la réalisation d'une myomectomie est vraiment sécuritaire? C'est une question auxquelles on n'a pas encore répondu. Alors, il faut se méfier de la présence d'acide associée à des utérus polymyomateux, qui sont en général pas évocateurs de sarcome, mais plutôt évocateurs de syndrome de Damon-Smeg, et que dans ces cas-là, il n'y a pas du tout d'indication d'hystérectomie ou de laparotomie. C'est des personnes qui peuvent tout à fait être traitées par célioscopie, soit pour une hystérectomie, soit
soit pour une myomectomie. Mais c'est vrai que quand il y a une acide associée, on a tendance à être un peu inquiet. Et donc il faut essayer de ne pas méconnaître ces syndromes d'Anemon-Smale qui pourraient entraîner finalement des laparotomies un peu par excès anodin. En conclusion, les indications de laparotomie dans la chirurgie des myomes en 2021, il y a probablement la suspicion de sarcome qui restera une vraie indication. Après, il y a celui qu'on essaye toujours d'éviter, mais qu'on ne peut pas toujours éviter, qui est la laparoconversion. Et puis après, les utérus de très grande taille, les patients avec de nombreuses adhérences suite à des chirurgies préalables, et notamment parfois à des polymyomectomies préalables. Et il faut quand même savoir et informer les patientes que ces laparotomies ne préviennent pas du tout le risque ni de synéchie, ni de récidive de myomes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Perrine. Comme j'ai le micro d'emblée, une question. Souvent, on a tendance dans cette thématique de comparer célio à laparotomie. Ma question, c'est qu'on est confronté avec les femmes afro-caribéennes qui ont pour 80% d'entre elles des fibromes, mais qui sont symptomatiques une fois sur 3, à des situations où elles ont 5, 15, 25 fibromes, et tu sais très bien qu'on va retirer jusqu'à 500, 1000, 1500 grammes de fibromes. Est-ce qu'il est si licite que ça de dire il faut comparer ces deux voies parce qu'on ne parle pas du tout des mêmes patientes et qu'il faut revenir à l'idée que quel que soit le nombre de fibromes, à partir du moment où une femme a un désir d'enfant, eh bien, est-ce que ça vaut le coup de les opérer? Est-ce que tu penses qu'il y a un âge jusqu'où ça vaut le coup parce qu'on a des bons résultats et un moment où il faut dire stop, il n'y a pas d'indication à la polymyomectomie? Alors, il y a plusieurs questions dans la même question, c'est-à-dire que la première question, c'est celle de la fertilité chez une patiente qui serait complètement asymptomatique, chez une patiente qui n'aurait ni saignement abondant pendant les règles, ni douleur, ni symptômes urinaires ou digestifs. C'est tout à fait discutable pour la fertilité seule de réaliser des polymyomectomies quand les patientes ont un âge avancé. Parfois, on sait que finalement, si elles arrivent à être enceintes parce qu'il n'y a pas de myome dans la cavité, et que s'il y a un myome dans la cavité, on pourra toujours faire une hystéroscopie. Parfois, finalement, il vaut mieux laisser ces patientes être enceintes et si elles y arrivent, que c'est probablement la meilleure prise en charge. Après, dans un certain nombre de cas, les patientes sont par ailleurs très symptomatiques, douloureuses, avec des ménométrorragies, et dans ces cas-là, il est probablement licite de leur proposer une intervention. Maintenant, jusqu'à quel âge doit-on proposer des polymyomectomies versus hystérectomies? L'âge de la fertilité aujourd'hui, il n'arrête pas d'évoluer avec des patientes qui peuvent être prises en charge par des filles avec don d'ovocytes. Et j'avoue que ça vient énervé puisqu'on a cette politique dans le service. On a de plus en plus tendance, nous, à leur dire d'accord pour la polymyomectomie, y compris après 45 ans, sous réserve qu'elles aient un projet de FIV à l'étranger avec don d'ovocytes qui soit vraiment avancé. C'est-à-dire qu'elles aient déjà pris contact, qu'elles aient déjà une notion des tarifs qui vont leur être imposés, de savoir si elles sont capables de payer ce type de prise en charge. Et pourquoi on leur demande ça? On leur demande ça parce que on pense que dans ces indications-là, faire une polymyomectomie, c'est quand même prendre un risque pour la patiente, parce qu'il y a un risque hémorragique plus grand que l'hystérectomie, parce qu'il y a un risque aussi de récidive et du coup de réintervention dans un second temps, 3, 4, 5 ans après, quand effectivement elles n'auront plus de désir de grossesse, et que là, il faudra retourner faire une hystérectomie. Et dans ces cas-là, c'est vrai que si elles ont un vrai projet qui va vraiment, dans un grand nombre de cas, aller jusqu'à la tentative, en tout cas, de grossesse, ça vaut probablement la peine de le faire. Chez celles qui n'ont pas ce projet ou qui n'ont pas les moyens d'avoir ce projet, parce qu'on sait que c'est un projet qui est très onéreux, c'est un peu discutable de leur imposer du coup ce risque chirurgical en plus. Merci beaucoup de cette très intéressante présentation. Je voudrais revenir sur l'hypothèse du sarcome. Je voulais vous poser deux questions. La première, c'est à quelle fréquence l'estimez-vous? Et la seconde, comme il a été montré qu'il était très important de faire le diagnostic avant tout geste thérapeutique dans le cas des sarcomes, dans quel cas faites-vous faire une biopsie? Alors, le sarcome, c'est un vrai problème quand on fait de la chirurgie du fibrome, parce que c'est extrêmement rare, on est à moins de 1%
des cas de sarcome. Et c'est pour ça que je resserrerai un peu les taux en parlant de l'âge des patientes, de la rapidité de croissance du fibrome, notamment des fibromes qui augmentent de taille après la ménopause. Ça, c'est vraiment des éléments qui doivent nous faire suspecter un sarcome et qui doivent nous faire éventuellement les biopsier avant. Après, alors, les sarcomes rétropéritonéaux et les sarcomes utérins ne sont pas complètement comparables, c'est-à-dire qu'on sait que sur des sarcomes du rétropéritoine, il faut vraiment faire des diagnostics préopératoires sur des fibromes qui évoqueraient des sarcomes et qui seraient uniquement utérins, sans aucune autre localisation sur un scanner thoraco-abdominopelvien. C'est pas forcément, la biopsie préopératoire n'est pas forcément nécessaire. En revanche, l'indication d'une hystérectomie par la parotomie pour éviter la morcellation devient incontournable. Justement, on tourne un peu en rond. Si vous ne savez pas que c'est un sarcome, vous n'allez pas décider de cette attitude. Et si vous pensez en préopératoire à un sarcome, est-ce que vous faites un examen extemporané ou pas? Alors, en fait, le problème de la différence entre myome et sarcome, il est extrêmement compliqué parce qu'en préopératoire, on n'aura pas d'éléments nous faisant penser à un sarcome. Donc, c'est vraiment l'IRM préopératoire, l'écho préopératoire et, encore une fois, le terrain qui vont nous le faire suspecter. Mais voilà, Un petit mot sur ça. les chirurgiens de l'Assemblée peuvent aussi donner leur avis sur cette question, mais c'est vrai que ça reste un peu l'épée de Damoclès chez ces patientes. Alors après, il y a toujours aussi cette idée que chez les femmes qui ont beaucoup de fibromes, est-ce qu'on peut avoir 8 sarcomes dans l'utérus? C'est moins fréquent, et c'est vrai que du coup, plus souvent, on a tendance à penser que les sarcomes vont survenir sur des sarcomes uniques, donc en fait des contextes de myome unique, mais c'est pas vrai tout le temps, et la dernière qu'on a eue dans le service, c'était une patiente avec un utérus polymyomateux, donc c'est le contre-exemple évident. Richard Binet. Oui, je voulais juste faire un commentaire, je ne sais pas si ça marche. Si ça marche, bon. Juste un commentaire sur la biopsie des sarcomes. La grande différence de... C'est un... Il était en... Pardon. Test. Merci. Excusez-moi. La grande différence et le grand débat, Philippe, qui s'est posé pour les sarcomes, c'est que les sarcomes qui sont dans le rétropéritoine ou qui sont dans tous les sarcomes musculaires, etc., la biopsie est en zone close. Et le problème du sarcome utérin, c'est que la biopsie n'est pas en zone close et on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Alors moi, je faisais à l'époque, et j'en avais discuté avec Axel Le Sen, qui est un des papes du sarcome, je crois qu'on peut éventuellement proposer une biopsie de sarcome utérin par voie endo-utérine. Parce qu'à ce moment-là, si on a un myome qui est très suspect, mais pas vraiment complètement suspect, et que vraiment on veut faire une préservation, on peut faire la biopsie. C'est pas à Hervé que je vais apprendre ça, ni à vous, qu'on peut dans ce cas-là faire une biopsie, genre une aiguille de Trucken, par voie endo-utérine, parce qu'on a suffisamment de volume. En général, c'est des tumeurs, quand on suspecte un thermone, c'est dans un sarcome, c'est pas 3 mm, 4 mm, on est dans des volumes en général qui sont déjà de 5, 6, 7 cm, et on peut faire une biopsie au trucute par voie endo-utérine, et on évite ce risque qu'on ne connaît pas, d'ailleurs, qui n'a jamais été mesuré, de contamination par voie transpéritonéale. En plus, il faut rappeler que la simple biopsie d'endomètre, une fois sur 3, donne le diagnostic de sarcome. Donc, il ne faut pas oublier aussi cette prise en charge. Surtout qu'on va rentrer dans une polémique, mais je pense que vous aussi, vous avez vu qu'il y a maintenant ce fameux adénosarcome qui est un problème différent. Dans l'endomètre, il y a eu tellement de modifications. On diagnostique de plus en plus sur le plan histologique de sarcome, et là on parle de léoniosarcome de discussion avec un fibrome, et non pas avec un léoniosarcome de la couche sous-endométriale qu'on voit maintenant, pas très fréquemment, mais qu'on voit plus souvent que le vrai sarcome utérin. Effectivement, il y a une remarque d'Arnaud Fauconnier que je souscris. On ne fait pas d'extemporané parce qu'il y a trop de faux positifs et on sera amené à faire des mauvaises décisions. Pour conclure là-dessus, je pense que quand on est sur des fibromes au-delà de 45 ans avec une suspicion, c'est là qu'il faut convaincre la patiente qu'il ne faut pas faire une myomectomie et qu'il faut faire une hystérectomie et que le projet de grossesse il doit être arrêté. Puis on va s'arrêter là sur les questions pour passer. On est d'accord. Tu avais une question derrière? Juste une question. La laparotomie s'adresse probablement aux myomectomies les plus compliquées et les plus invasives. C'est toujours une césarienne après ou pas forcément? Alors,
En fait, une fois qu'on a fait des myomectomies par laparotomie, il y a cette notion d'ouverture de la cavité qui est importante. Quand il y a une ouverture de la cavité, on considère que c'est un utérus cicatriciel au même titre qu'un antécédent de césarienne. Et dans ces cas-là, on a tendance à recommander la même conduite à tenir, c'est-à-dire la possibilité d'accouchement voie basse, mais pas de maturation et pas de déclenchement du travail. Et en revanche, quand il n'y a pas d'ouverture de la cavité, ça peut se discuter, mais c'est vraiment au cas par cas en fonction du compte rendu opératoire. Quand il y a eu de nombreuses myomectomies, avec de nombreuses hystérotomies et de nombreuses ouvertures de la cavité, on a tendance, mais ça c'est vraiment le chirurgien qui en fin d'intervention va mettre une recommandation spécifique dans son compte rendu quand il pense qu'il serait plus logique de faire une césarienne à l'issue de son intervention.